La parole à la philosophie. On a commencé avec un philosophe, on continue dans la philosophie. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Alors le titre de mon intervention, Prédire, est-ce médire, vient d'une discussion que j'ai eue avec un généticien. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Et je pense qu'il employait l'expression prédire, c'est médire dans deux sens différents. Médire, c'était d'abord, selon lui, dire le mal qui arrive. Dire le mal, donc, dans le cas de la médecine prédictive ou dite prédictive, on annonce le mal bien plus souvent qu'on annonce le bien. Et donc la prédiction est beaucoup plus souvent une malédiction qu'une bénédiction. Et c'est le lot, je pense, de tout médecin. Tout juste peut-il infirmer un soupçon, confirmer un processus de guérison, mais il n'annonce jamais un événement heureux à venir, comme peuvent le faire les chiromanciens, par exemple. Mais médire, c'est aussi mal dire, dans la mesure où, disait ce même généticien, dans le cas de la médecine prédictive, nous sommes souvent démunis, à court de réponses, face à l'ampleur de la situation annoncée par la prédiction. Les capacités prédictives de la médecine se déploient en effet selon leur logique propre, indépendamment des capacités thérapeutiques de la médecine. Dans ces conditions, prédire serait précipiter les esprits dans le désespoir, dans une condamnation sans appel. Prédire, ce serait mal dire aussi, puisque les prédictions certaines sont très rares en médecine et que, dans la très grande majorité des cas, la médecine fournit des probabilités. Et la prédiction, ou cette supposée prédiction, est d'autant plus difficile à vivre qu'elle fait surgir des incertitudes sur l'apparition ou non de l'événement, sur le moment de l'événement, sur son ampleur, sur son vécu, etc. C'est donc à cette question que je vous propose de répondre. Prédire, est-ce médire? La prédiction est-elle une parole dont nous devons nous méfier, que nous devons éviter? Mais il me semble que pour répondre à cette question en termes éthiques, nous ne devons pas seulement parler des conséquences psychologiques de la prédiction, c'est-à-dire du désespoir ou à l'inverse du confort psychologique que donne la prédiction, confort psychologique pour organiser sa vie, éventuellement pour mieux vivre l'événement. Bref, il ne faut pas seulement parler de l'impact psychologique de la prédiction, mais de l'éthos aussi et surtout de l'éthos de la prédiction. Autrement dit, quel mode de vie, quel mode d'être nous promouvons lorsque nous produisons une prédiction ou lorsque nous acceptons de façonner notre vie selon une prédiction. Quelle conception de la vie bonne suppose l'acte même de prédire? Comme toute parole, en effet, la prédiction ne se résume pas à un message neutre, à une pure information que l'on délivre. Elle engage avec elle des croyances, des espoirs et des valeurs. Elle engage aussi une façon de vivre, car le langage, comme il est bien connu, a aussi une fonction performative. Dire, ce n'est pas seulement annoncer, livrer un message, c'est aussi agir et transformer le monde. Et la prédiction ne déroge pas à cette règle. Prédire, c'est aussi déterminer le futur, ce sont les prophéties autoréalisatrices, et c'est aussi témoigner d'une certaine façon de penser et d'agir en fonction de l'avenir. Quelle éthique donc suppose la prédiction? Je vous propose de répondre à cette question en deux temps, en montrant d'abord que la science, lorsqu'elle se veut prédictive, ou les sciences, lorsqu'elles se veulent prédictives, se fondent sur un pari, qui est le pari d'un dépassement de l'incertitude. Et dans un deuxième temps, j'essaierai d'identifier les principales implications éthiques de ce pari du dépassement de l'incertitude, en les confrontant aux implications d'un pari adverse, que je défendrai, qui est le pari d'une tolérance de l'incertitude. Alors le premier constat, c'est d'abord la fortune du mot prédiction dans le discours scientifique, qui est devenu un mot répandu du discours scientifique. Dans le champ médical, on parle de médecine prédictive, de la médecine donc supposée prédire à partir des gènes d'un individu la probabilité de survenue des maladies. On parle aussi en médecine encore d'indicateurs prédictifs, de façon plus générale. On élabore des modèles prédictifs dans un grand nombre de champs, en économie, aussi bien dans le commerce que dans la finance, en climatologie, en météorologie. Et cette référence par toutes ces sciences à la prédiction, au mot prédiction, est en soi un fait de langage étonnant, surtout si on confronte ce fait de langage à l'étymologie de prédire et au sens usuel de la prédiction.
Prédire, étymologiquement, c'est dire avant, annoncer. Et quand on ouvre le dictionnaire, on se rend compte que prédire a deux sens proches. Le dictionnaire donc, de l'Académie française, que je vous cite, prédire, c'est d'abord révéler ce qui va arriver sous l'effet d'une inspiration divine ou par une prétendue divination, en recourant à des pratiques magiques, à des procédés occultes. Les prophètes ont prédit la venue de Jésus-Christ. Deuxièmement, prédire, c'est annoncer ce qui doit advenir en s'appuyant sur un raisonnement ou des conjectures. Et le dictionnaire cite l'exemple suivant: les économistes n'avaient pas prédit l'arrivée de la crise. D'après ces deux sens, il me semble assez évident que la prédiction prétend à la certitude. C'est évident d'abord pour ce qui concerne le sens magique ou religieux de la prédiction, mais c'est aussi évident, à mon avis, dans l'usage scientifique, ou disons rationnel de la prédiction, où l'idée de probabilité est entièrement absente. L'événement prédit n'est pas le scénario le plus probable parmi d'autres scénarios, c'est le scénario dont on a établi scientifiquement qu'il devait se produire. Non pas qu'il a toutes les chances de se produire, mais qu'il se produira de façon certaine. Bien sûr, le scientifique est toujours conscient qu'il peut oublier des paramètres importants dans ses prédictions, et que ces oublis peuvent être source d'erreurs. Bien sûr, tout ce qu'il dit est vrai jusqu'à preuve du contraire. Mais disons que la prédiction s'appuie sur un raisonnement scientifique, donc sur des preuves, pour établir ce qui doit arriver. Donc la première caractéristique de la prédiction, c'est qu'elle repose sur une certitude, qu'elle soit scientifique ou non. Cette première caractéristique en implique une seconde, qui est que la prédiction ne peut être déjouée. La prédiction est prophétique, et en ce sens se dérobe à la puissance humaine. C'est d'ailleurs là que réside tout son tragique dans la mythologie grecque. Même la conscience de la prédiction ne l'empêche pas de se réaliser. Et en ce sens, l'expression prophétie autoréalisatrice est contradictoire. Une prophétie en elle-même ne réalise rien, elle est seulement l'annonce d'un événement qui se serait produit sans elle. Il est assez troublant de confronter donc cette définition de la prédiction, donc comme certaine et prophétique, telle qu'elle est inscrite dans le dictionnaire, à la réalité de cette supposée prédiction dans les sciences, et notamment dans les sciences du vivant. Prenons à nouveau l'exemple de la médecine prédictive. Jean Dosset, le généticien qui a forgé cette notion de médecine prédictive, ne dit pas du tout que le génome délivre des prédictions, au sens du dictionnaire. La médecine qu'il baptise lui-même prédictive permet seulement d'identifier des probabilités, des événements qui peuvent se produire selon une probabilité que l'on peut d'ailleurs mesurer, sous forme de risque. Il y a donc un mystère au sein même de l'expression médecine prédictive. Pourquoi Jean Dosset a-t-il choisi un mot qui ne correspondait finalement pas à ce qu'il voulait désigner? Et on pourrait en dire autant des modèles prédictifs en économie. Ces modèles ne prétendent pas vraiment dire, à ce jour en tout cas ce qui va arriver. Ce qu'ils font concrètement, c'est parvenir à saisir la réalité d'une façon si précise qu'ils peuvent en anticiper le scénario le plus probable. Encore une fois, la science fournit des probabilités. Mais curieusement, ces modèles économiques sont appelés des modèles prédictifs. Et signe qu'on prête à leurs anticipations des vertus prédictives, on reproche aux experts ou aux décideurs de ne pas avoir fait tout ce qui était en leur possible pour prédire le scénario qui s'est finalement produit. Comme si, au fond, la prédiction de l'avenir était à la portée de l'être humain. Il y a donc un décalage entre la prétention prédictive de la science et les capacités d'anticipation réelle de la science. Il faut savoir à quoi tient ce décalage. Est-ce qu'il tient à un déni d'une partie des scientifiques? Sans doute, pour une part, mais il suffit d'écouter les scientifiques parler de leurs recherches pour voir que finalement peu d'entre eux passent sous silence leurs incertitudes. Il est beaucoup plus probable de penser que la réponse se situe dans l'espoir placé dans la médecine prédictive. Ce qui se voit dans les discours, notamment sur la médecine prédictive, ces discours font l'éloge de la médecine prédictive en insistant sur le futur. Un jour, nous pourrons révéler le secret de la vie humaine. Peut-être en sommes-nous incapables aujourd'hui, certes, mais un jour, nous le pourrons. Autrement dit, si l'on peut reconnaître à la médecine sa lucidité sur ses capacités prédictives actuelles, on peut en revanche douter de sa capacité à considérer son incertitude actuelle comme un état définitif. Le décalage entre le mot prédiction et la réalité de ces techniques prédictives
ou supposément prédictive, tiendrait donc à l'espoir selon lequel un jour l'incertitude sera dépassée. En ce jour, nous aurions atteint l'ère de la prédiction certaine dans des domaines où jusqu'alors la science ne fournissait que des probabilités. Nous pourrons prédire la croissance pour les 20 prochaines années avec la même certitude que la chute d'une pierre sous la loi de l'inertie. L'usage du mot prédiction révèle donc un idéal qui guide une partie de la science, d'ailleurs idéal relayé dans l'opinion et dans les médias, selon lequel un jour la science parviendra à produire de véritables prédictions, des prédictions certaines dans tous les champs de réalité, aussi bien pour ce qui concerne le non-vivant que pour le vivant. Alors, la question de savoir si une partie des scientifiques croient vraiment à cet idéal ou s'il y a des motivations autres que scientifiques, économiques notamment, de laisser croire le public à cette promesse de la prédiction, c'est sans doute en partie vrai, mais ce n'est pas la question que j'aimerais ici traiter. Le point important, c'est que cet espoir d'un dépassement de l'incertitude est bien enraciné dans nos sociétés et qu'il y a cette tendance à placer en la science cette capacité d'un dépassement de la certitude, à croire que la vocation ultime de la science est prédictive, productrice donc de certitude. Et après tout, cet espoir-là n'est peut-être pas si insensé. Peut-être qu'un jour, en effet, nous pourrons prédire des événements jusque-là imprévisibles, notamment en génétique. Et la question à laquelle nous pouvons répondre, ce n'est pas celle de savoir si cet espoir est fondé ou non, mais celle de savoir si nous avons de bonnes raisons de placer nos espérances dans un dépassement de l'incertitude. Autrement dit, ce que je souhaite faire maintenant, c'est identifier les choix éthiques engagés à travers cet espoir d'un dépassement de l'incertitude. Cet espoir n'est pas seulement un espoir, en fait, c'est aussi un pari. Un pari est un type d'espoir puisqu'il suppose un investissement, des gains et des pertes, et donc engage la responsabilité éthique de celui qui l'entreprend. Or, si on analyse ce pari, on s'aperçoit qu'il présuppose un parti pris sur la question de savoir d'où vient l'incertitude, sur la question de la source de l'incertitude. Face au fait de l'incertitude, fait indéniable, évident, que chacun constate et auquel fait face tout scientifique, deux paris sont possibles. Selon un premier pari, l'incertitude proviendrait de l'incompétence provisoire de la science. L'incertitude serait alors d'origine épistémique. Elle viendrait de l'incomplétude du savoir produit par le scientifique. Jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante, disait Leibniz dans Théodicée. Leibniz pensait qu'un entendement divin pourrait accéder à la succession des événements dans l'univers et que si l'homme ne le pouvait pas, c'était seulement du fait de son incompétence et non du fait que la réalité contenait en elle une part d'indétermination, une part de mystère. Si Leibniz dit vrai, alors nous devons en effet considérer l'incertitude comme un stade provisoire du développement des sciences, une sorte de passage obligé entre l'ignorance et la certitude, une sorte de moment d'errance avant la lumière. Et si Leibniz dit vrai, donc le futur serait tout entier contenu dans le présent. Nous pourrions le lire à condition d'être suffisamment savants pour le révéler et le déployer comme un fil qui serait contenu. Ce point de vue de l'incertitude épistémique s'oppose à la thèse de l'incertitude ontologique, selon laquelle c'est dans la réalité que gît l'incertitude et que cette incertitude est irréductible. L'incertitude proviendrait de la réalité, non de l'incompétence du scientifique. Ce qui arrive, disait l'économiste Keynes, ce n'est pas l'inévitable, c'est l'imprévisible. Cette citation me semble assez bien illustrer la thèse de l'incertitude ontologique. Dans ce cas, si nous acceptons cette thèse-là, il nous faut accepter et tolérer l'incertitude, puisqu'elle est irréductible à tout effort humain. C'est ce que l'on pourrait appeler le pari de la tolérance de l'incertitude. On a donc là deux paris concurrents, le pari du dépassement de l'incertitude et le pari de la tolérance de l'incertitude. Et pour choisir entre les deux, nous n'avons aucun critère rationnel, scientifique. On ne pourra jamais démontrer l'une ou l'autre des deux thèses. On pourra toujours objecter à celui qui défend la thèse de l'incertitude épistémique qu'il ne pourra jamais savoir ce qu'il veut savoir. Et on pourra toujours objecter à celui qui défend la thèse de l'incertitude ontologique que ce qu'il croit relever d'une imprévisibilité immanente à la réalité relève en réalité de son incompétence. Autrement dit, il n'y a pas seulement une incertitude sur ce qui va se passer, mais il y a aussi une incertitude sur notre capacité à comprendre ce qui peut se passer
et à comprendre ce que nous pouvons comprendre. Cela dit, bien que nous puissions trancher entre les deux, au plan théorique, il faut choisir entre ces deux paris. Nous ne pouvons pas ne pas choisir, puisque ces deux paris engagent un rapport à l'existence tout à fait différent. Nous nous situons en fait exactement dans la position de l'homme face à l'existence de Dieu, telle que Pascal la décrivait dans les Pensées. Dans les Pensées donc, dans l'article 10, Pascal cherche à convaincre par la raison ceux qui, contrairement à lui, n'ont pas foi en Dieu. Et Pascal admet qu'on ne peut savoir si Dieu existe et qu'on ne peut pas non plus le démontrer, comme Descartes et d'autres s'y sont essayés, puisque, dit-il, la raison n'y peut rien déterminer, car il y a un chaos infini qui nous sépare. Sous-entendu, il y a un chaos infini qui nous sépare de la réponse à cette question. Que faire donc face à cette incertitude fondamentale que la raison ne permettra jamais de combler, car la raison est finie et ce chaos est infini? Est-ce qu'on peut adopter la position de l'agnostique et ne choisir aucune des deux possibilités, ni croire ni ne pas croire, mais suspendre son jugement? Non, dit tout de suite Pascal, il faut parier. Cela n'est pas volontaire, autrement dit, cela n'est pas optionnel, cela n'est pas une possibilité. Vous êtes embarqués. Pascal dit que nous sommes embarqués parce que la question de l'existence de Dieu ce n'est pas seulement une question de vérité, c'est aussi une question éthique. La question n'est pas seulement de savoir si Dieu existe ou non, c'est aussi celle de savoir comment vivre compte tenu de cette existence possible de Dieu. Or, vivre en athée et vivre en agnostique reviennent au même. Pour Pascal, cela revient à ne pas vivre en croyant. Il faut choisir donc entre une vie de croyant et une vie de non-croyant. Et si on revient maintenant à la prédiction, on s'aperçoit que nous sommes dans la même position que l'homme que Pascal essaie de convaincre. Les deux paris, tolérance ou dépassement de l'incertitude, incertitude épistémique ou incertitude ontologique, ont des implications éthiques différentes. Ce ne sont pas que des questions théoriques. Il faut choisir. Nous sommes embarqués. J'en arrive maintenant au second temps de mon intervention, dans lequel je vais proposer quelques arguments en faveur du second pari, c'est-à-dire en faveur du pari de la tolérance de l'incertitude. Lorsqu'on confronte les implications éthiques respectives de ces deux paris, il semble qu'il soit préférable de s'embarquer dans le second plutôt que dans le premier. La première implication de ces deux paris, c'est qu'ils supposent tous deux des conceptions différentes de l'action humaine. Lorsque je fais le premier pari, lorsque je suppose que le futur est tout entier contenu dans le présent, qu'il suffit d'un effort intellectuel pour le révéler, je suppose en même temps qu'il suffirait d'un changement dans le présent pour modifier l'avenir. L'action que je réalise dans le présent est donc décisive, c'est une occasion de changer le destin que je ne dois manquer sous aucun prétexte si elle se présente à moi. À nouveau, pensons à la médecine prédictive, mais là encore, je crois qu'on pourrait extrapoler assez facilement. Dans l'optique du premier pari, la prévention, en réponse à une prédiction, se présente comme un acte qui, potentiellement, modifie radicalement le destin. Plus exactement, on suppose qu'à toute maladie correspond potentiellement une cause et que cette cause est modifiable. De deux choses l'une, alors, soit la prévention est réalisée et on parie alors que le destin est transformé, soit au contraire, la prévention n'est pas réalisée. On considérera alors que la personne vit dans l'impuissance d'un destin qu'elle n'a su ou qu'elle n'a pu changer à temps. Autrement dit, le pari du dépassement de l'incertitude expose celui qui reçoit la prédiction à une alternative binaire opposant deux extrêmes. Le premier extrême de l'impuissance de contrer un destin qui le dépasse, sur lequel il ne peut agir, et qui pour autant ne vient pas à bout de toutes les incertitudes et de tous les doutes, puisque les doutes ne concernent pas seulement ce qui se passe, le futur, mais aussi le vécu de futur, qui est par définition imprévisible, et l'autre extrême, qui est l'extrême de la toute-puissance, dans lequel il a aussi beaucoup à perdre et peu à gagner, puisque considérer son agir comme tout-puissant, c'est s'exposer aux erreurs possibles de nos prédictions, et toujours donc à l'incertitude inéliminable portant sur la réalisation de la prédiction, à la potentielle déception, violente éventuellement, provoquée par la non-réalisation de cette prédiction. Au contraire, je crois qu'on a tout à gagner du pari de la tolérance de l'incertitude. La situation y est comprise d'une façon très différente. Au fond, la prévention ne garantit absolument contre aucun événement,
pas plus d'ailleurs que l'absence de prévention n'expose en soi de façon certaine à un malheur. Il faut rester sur le qui-vive, faire preuve de prudence par rapport à une réalité que l'on considère toujours comme contingente. Et au fond, cette position permet non pas de penser l'impensable, ce qui va arriver, car c'est absurde, mais de s'habituer à être surpris et à faire face malgré la tempête, comme le disait Aristote dans l'Éthique à Nicomède. On a donc deux modes d'appréhension de l'action radicalement différents qui sont impliqués par ces deux paris. Et je passe maintenant à la deuxième implication de ces deux paris, car ils impliquent aussi deux rapports différents à la responsabilité du scientifique. Lorsque nous considérons que le futur est contenu dans le présent et qu'il suffirait d'un effort de la science pour le révéler, alors tout événement devient potentiellement prévisible. Et tout événement imprévu est un événement qui aurait pu l'être. Le pari de la quête de la certitude, du dépassement de l'incertitude, tend donc à faire porter la responsabilité à celui qui, pense-t-on, n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour savoir. Le problème, c'est que cet effort du savoir est potentiellement infini et qu'il n'est pas juste de faire porter la responsabilité à des scientifiques, des experts, dont rien ne prouve qu'ils n'auraient pu prédire l'événement dont on déplore la survenue. Il y a là une injustice, à mon avis. Au contraire, le pari de la tolérance de l'incertitude invite à une approche plus juste, un regard plus tempéré sur la responsabilité face au savoir, à ce que Léo Koutelek, qui va parler juste après moi, appelle la responsabilité épistémique. Celui qui est censé détenir le savoir, l'économiste par exemple, n'est plus sommé de prédire la crise et ses effets, mais davantage de la considérer comme impossible, de concevoir des aménagements pour adapter le système économique à cette crise. Autrement dit, il sera jugé davantage sur la qualité des conseils qu'il donne pour habituer le système à un événement qui le menace, que pour sa capacité à conformer le système à ce qu'il doit être pour survivre. C'est alors, à mon avis, un travail de fond que le savoir est appelé, non pas un travail d'alerte, non pas seulement un travail d'alerte sur les dangers qui guettent le système, mais un travail qui engage le fonctionnement même du système. Troisième implication de ces deux paris, ils impliquent deux rapports fondamentalement différents au danger. Si je fais le premier pari, je considère que je peux, donc le pari de la quête de la certitude, je considère que je peux entreprendre une activité, construire une centrale nucléaire par exemple, lorsque d'après mes prévisions, cette activité ne causera aucun dommage. On voit donc bien qu'en faisant ce raisonnement, aucun dommage, disons, significatif. On voit bien qu'en faisant ce raisonnement, je suppose que je peux prévoir que l'activité entreprise ne causera aucun dommage intolérable. Et pour prévoir cela, il y a au fond deux moyens, et deux moyens opposés. Soit j'entreprends l'activité tant que preuve ne peut être faite qu'elle est dangereuse. C'est un moyen critiquable, car on risque alors de négliger des dangers qui ne peuvent être prouvés. Et j'appellerais cette position, de ce fait, celle de l'excès d'audace. Deuxième moyen, j'entreprends l'activité à condition que je puisse prouver qu'elle n'est pas dangereuse. Et vous aurez peut-être reconnu là le principe de précaution. Il dit en quelque sorte, plutôt que de mettre le scientifique ou l'industriel dans l'obligation de ne pas entreprendre une activité s'il est prouvé qu'elle implique des risques significatifs, le principe de précaution dit « n'entreprends aucune activité dont tu n'aies prouvé qu'elle n'implique aucun risque significatif ». Il y a donc un renversement de la charge de la preuve. Ce n'est plus l'existence d'un risque significatif qui doit être prouvé, mais l'absence de risque significatif, ou, pour le dire encore autrement, ce n'est plus le risque avéré qui conditionne l'acceptabilité d'une activité, mais le risque seulement possible. Donc on voit de quel présupposé est porteur ce principe de précaution, comme d'ailleurs l'est aussi la position de l'excès d'audace. Le présupposé, c'est que l'absence de risque doit être prouvée, et donc l'absence de risque peut être prouvée. Donc on est à nouveau dans le premier pari, selon lequel le présent contient en germe le futur. Le principe de précaution, en renversant la charge de la preuve, ne renverse pas vraiment le présupposé majeur qui était contenu dans l'excès d'audace.
Autrement dit, le postulat selon lequel nous pouvons prédire l'avenir. Nous pouvons prédire l'absence de risque, donc nous pouvons prédire l'avenir. Dans les deux cas, l'incertitude est censée être dépassable. Dans les deux cas, nous parions que nous pouvons entièrement circonscrire le champ des possibles, soit en prouvant le risque dans le premier cas, soit en prouvant l'absence de risque. Ce qui est central dans cette alternative binaire, c'est que, aussi bien ce qu'on peut appeler l'excès d'audace que la précaution, ce qui est central, c'est la notion de risque. Le pari de la quête de la certitude identifie le danger au risque, réduit le danger au risque, c'est-à-dire à une incertitude que l'on peut mesurer et donc prévoir. Là où le propre de l'incertitude est l'imprévisibilité, donc l'irréductibilité à toute mesure et à toute prévision. La tolérance de l'incertitude conduit au contraire à s'émanciper de la notion de risque, puisque on se représente alors l'avenir comme radicalement nouveau, plutôt que comme un prolongement nécessaire du présent. Ce faisant, le pari de la tolérance de l'incertitude confère à l'événement une singularité, de sorte que nous pouvons l'appréhender non plus avec précaution, mais avec prudence, en gardant à l'esprit son imprévisibilité. Quatrième implication, ces deux paris supposent des rapports différents à la vérité. Et c'est, à mon avis, l'implication éthique la plus fondamentale. Affirmer que la vérité du futur n'est pas enfouie dans le présent, dans les gènes, dans les comportements, dans les statistiques, que la vérité du futur est pour partie insaisissable dans le présent, c'est reconnaître implicitement la fécondité d'une critique de la prédiction et inaugurer une façon de dire la vérité, un mode de véridiction, comme le dit Michel Foucault, qui n'est pas celle de la prophétie. Dans ses derniers cours au Collège de France, Foucault évoque la position de Socrate face à l'oracle de Delphes, en se référant à l'apologie. Chéréphon, ami de Socrate, a demandé au dieu de Delphes « Quel homme est plus savant que Socrate ?» Et le dieu répond « Nul homme n'est plus savant que Socrate ». Foucault dit alors que la position de Socrate est révolutionnaire, puisque Socrate rompt avec un rapport traditionnel que les hommes ont avec la prophétie. Traditionnellement, la parole oraculaire s'interprète comme une énigme qu'il faut déchiffrer et dont la vérité est constatée dans la réalité après coup. Socrate, lui, aborde la prédiction de façon tout autre. Il entend non plus l'interpréter, mais la vérifier. Autrement dit, la soumettre à un examen rationnel. Et Socrate, pour ce faire, mène une enquête en parcourant la cité pour vérifier la prédiction. Il interroge un certain nombre de savants. Il sort de cette promenade dans la cité, de ce parcours, bredouille, pas davantage instruit sur l'avenir qu'avant son enquête. Mais ce parcours a mis en évidence un point très important. Socrate, lui, sait qu'il ne sait pas, et c'est en ce sens que l'oracle disait vrai, il est bien plus savant que tous les autres. Alors, cette parabole nous apprend, je pense, deux choses. D'abord, c'est l'acceptation de l'incertitude qui conduit Socrate à mettre en cause le savoir prophétique. Et cette acceptation de l'incertitude n'est pas, comme on pourrait le penser, la conclusion d'un échec, elle relève au contraire d'un pari, d'un parti pris éthique que fait Socrate. Socrate décide a priori qu'il doit douter de ce qui lui est annoncé et soumettre à vérification ce qu'on lui donne pour vrai. Il suppose donc qu'à moins de pouvoir prouver que la prédiction est vraie, il n'a aucune raison de parier qu'elle est vraie. Deuxième chose que nous apprend cette parabole, en faisant cela, en se détournant de l'évidence de l'oracle, Socrate ne renonce pourtant pas à dire la vérité. C'est l'interprétation que fait Foucault. Il renonce plus exactement à un certain type de vérité, qui est la vérité portant sur l'avenir. Mais en perdant cette vérité sur l'avenir, Socrate gagne, si l'on peut dire, en gardant cette idée du pari, Socrate gagne un autre type de vérité, qui est la vérité de l'âme, la vérité sur lui-même.
il utilise auprès de ses interlocuteurs une autre parole de vérité qui n'est plus la parole de la prophétie, mais ce que les Grecs appelaient la parésia, notion à laquelle Foucault consacre d'ailleurs l'essentiel de sa réflexion dans ce dernier cours, le courage de la vérité, donc en 84. La parésia, que l'on peut traduire par franc-parler, est une parole qui vise à mettre l'autre face à ses doutes, ses contradictions, et qui l'oblige ainsi à une certaine intégrité, c'est-à-dire à la conformité entre ce qu'il sait et ce qu'il dit savoir. Et Foucault note qu'il y a deux différences entre le prophète et le parésiaste, ces deux diseurs, non pas d'éthique, mais de vérité. Le prophète ne fait preuve d'aucun courage, puisqu'il déchiffre une vérité enfouie dans le présent. Le prophète est un intermédiaire entre une vérité enfouie qu'il prétend déchiffrer et les autres hommes. Autrement dit, il ne se lie pas personnellement à cette vérité, il ne s'engage pas en défendant cette vérité, il ne fait que la dévoiler et n'en porte pas la responsabilité. Au contraire, celui qui pratique la parésia se risque à une vérité, puisque la vérité qu'il dévoile est souvent blessante pour tous ceux qui croient à la prédiction. Cette vérité est transgressive, et c'est en ce sens qu'en disant la vérité, il agit de façon éthique. Deuxième point, le parésiaste, lui, contrairement au prophète, ne prétend pas dire l'avenir, il ne prétend pas délivrer les hommes de leur aveuglement sur l'avenir. Et je cite Foucault, il aide les hommes dans leur aveuglement, mais dans leur aveuglement sur ce qu'ils sont, sur eux-mêmes, et non pas sur l'avenir. Cette analyse de Foucault me semble donner au second pari un net avantage sur le premier. Dès lors que l'on voit en l'incertitude un état du savoir provisoire, incomplet, une sorte de lieu de passage obligé entre l'ignorance et le savoir du savant accompli, dès lors que l'on voit en l'incertitude une source de souffrance, on passe à côté de sa richesse, qui trouve justement son expression dans un discours de vérité sur soi-même. À l'inverse, dès lors qu'on parie sur l'incertitude comme horizon indépassable de l'être humain, peut-être y perd-on un type de vérité, qui est la vérité sur l'avenir, sur ce qui va se passer, mais on gagne en échange un autre type de vérité, qui est la vérité sur soi, et que Foucault, pensant suivre Socrate, place au cœur de l'éthique. Voilà donc pour ces quatre implications des deux paris, quête de la certitude et acceptation, tolérance de l'incertitude. En conclusion, il me semble que le second pari a de nombreux avantages que n'a pas le premier. Il est beaucoup plus avantageux de penser que l'avenir comporte une part de mystère plutôt que de penser que l'avenir pourrait faire l'objet de prédictions exactes. Et de toute façon, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Et donc, il me semble préférable de parier sur le mystère plutôt que sur la prédiction. Et pour répondre à la question que je posais dans le titre de l'intervention, prédire, en ce sens, ce n'est pas forcément médire. En revanche, chercher le salut dans la prédiction de l'avenir, aussi bien pour un scientifique que pour tout être humain, finalement, me semble être un mauvais pari. Et c'est peut-être d'ailleurs le paradoxe des sciences d'aujourd'hui, qui sont contraintes à un grand écart, qui s'agrandit sans cesse, à l'heure où les prévisions sont de plus en plus précises, à l'heure où nous pouvons saisir le probable avec une finesse sans précédent, nous ne devons pas, dans le même temps, perdre de vue la radicale contingence de l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Deux petites choses. Une première, que politiquement totalement incorrecte. Le sujet que vous venez de traiter est le sujet de fond d'un thriller ésotérique qui s'appelle La formule de Dieu et qui parle exactement de ce sujet en faisant le deuxième pari, comme vous le faites. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin, non. Probablement pas. Ce n'est pas du tout un bouquin de philosophie, mais en réalité, il traite de ce sujet. Deuxième chose, je n'ai pas exactement la même lecture que vous du principe de précaution. Parce que vous le mettez dans le premier pari, et moi, je l'aurais plutôt mis dans le second. Moi, je ne comprends pas que le principe de précaution, ce n'est pas comme ça que je l'interprète, exige l'absence de certitude qu'il n'y a pas de risque. Il indique, me semble-t-il, que quand des risques sont envisageables, on doit tout mettre en œuvre dans la limite du raisonnable pour essayer d'avancer
dans ce domaine d'incertitude. Donc j'ai presque la lecture inverse de la vôtre du principe de précaution. Pour moi, le principe de précaution, c'est ce qui, je pense, se dit dans les textes, la charte de l'environnement notamment, suppose que... suppose... Il faut l'absence absolue de non-risque, la certitude du non-risque. À mon avis, moi, je le lis pas comme du risque significatif, c'est-à-dire que dès lors que, à mon avis, ça dépend aussi de la nature du risque, ça dépend pas seulement de son existence, ça dépend aussi de sa nature, c'est-à-dire le risque ne doit pas être intolérable, mais à partir du moment où on ne peut pas prouver, je pense que c'est ça, hein, qu'il y a un risque intolérable, je pense qu'il faut suspendre l'activité. Donc il me semble que, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il me semble que le principe de précaution suppose que l'on puisse garantir cela. C'est-à-dire que l'on puisse dire, dans cette situation, alors voilà, il faudrait regarder, qu'on regarde ensemble le texte pour se mettre d'accord. La formulation la plus classique, c'est de dire qu'en face d'une incertitude liée à un danger, alors après, il y a important effectivement et irréversible pour l'environnement ou la santé publique, il n'est pas nécessaire d'avoir des preuves du risque pour prendre des mesures. Donc c'est quand même un peu plus mesuré que ce que vous dites quand même. D'autant que les mesures, la première, c'est d'augmenter l'effort de recherche pour lever les incertitudes. Et effectivement, ensuite, souvent est ajouté le fait qu'il faut proportionner les mesures qu'on prend aux risques imaginés. Donc je serais quand même effectivement plus nuancé que vous sur cette question. Il ne s'agit pas de dire que si le risque est intolérable, on ne peut rien faire. Ça veut juste dire qu'effectivement, s'il y a un risque qu'on juge intolérable et qu'on ne peut pas prouver dans l'état des connaissances que ce risque est exclu, alors il faut prendre des mesures, même si jamais on n'a pas de preuve du risque, c'est tout. Alors interdire les actions, c'est une des mesures possibles, ce n'est pas la seule. Et ça, je pense que c'est un peu important parce que les opposants au principe de précaution ont facilement résumé ce principe en disant le principe de précaution, c'est si on ne sait pas s'il y a un risque, alors on ne fait rien, ce qui condamne à l'immobilisme total. C'est ce que j'ai le plus souvent entendu dans les débats qui ont suivi l'introduction de ce principe, en particulier dans la Charte de l'environnement. Donc vous savez que le Sénat est en train d'essayer de la foutre en l'air grâce au sénateur Bizet, qui a de tout temps essayé de promouvoir toutes les biotechnologies de toutes les façons possibles dans ce système-là. Bon, on espère encore que l'Assemblée ne se laissera pas faire et que le Sénat n'aura pas gain de cause dans cette affaire, mais c'est quand même encore un combat qui se déroule aujourd'hui. C'est qu'il y a une sorte de principe de progrès qui veut l'opposer et qui serait aussi fort que le principe de précaution. Donc, je pense que c'est un vrai sujet à l'heure actuelle. C'est important. Voilà, il faut bien comprendre que le principe de précaution, son originalité en droit, c'est qu'avant lui, vous ne pouviez rien opposer à quelqu'un qui voulait faire quelque chose tant que vous ne pouviez pas démontrer que c'était dangereux. Si votre voisin veut faire quelque chose, si vous ne pouvez pas démontrer que c'est dangereux, vous ne pouvez pas l'empêcher de le faire. À partir du moment où le principe de précaution existe, eh bien, si jamais le risque est grave et irréversible, alors, s'il y a des incertitudes, vous commencez à avoir le droit de faire quelque chose. C'est quand même ça le point le plus important, je pense.